C'est outre-Manche, le 28 février 1943 en fin d'après-midi, que s'est noué le drame, à 380 km de Granville, à vol d'oiseau. Il est officiellement 18h07 local lorsque le bombardier quadrimoteur Stirling Mark IR 9349, récemment livré par les ateliers Short et AMP, Harland de Belfast, élève sa trentaine de tonnes dans le ciel britannique de la nouvelle base de Ridgewell en Essex. Vernon Spain, 29 ans, pilote de la Royal New Zealand Air Force, qui a rallié le 90e escadron des volontaires de réserve de la Royal Air Force, met le cap, comme les 8 autres bombardiers de son groupe, sur Saint-Nazaire. Il s'apprête, avec ses 6 membres d'équipage, à participer, au sein d'une formation de près de 450 autres appareils de différents types, aux plus intenses bombardements subis par la ville. Ce soir-là, ce sont 522 tonnes de bombes explosives et incendiaires qui vont s'abattre sur l'agglomération côtière de ce qui est alors la Loire inférieure. L'objectif stratégique de cet impressionnant déploiement aérien est bien sur le bunker de la base sous-marine allemande, mais avec une superposition de structures qui peut dépasser les 8 mètres d'épaisseur, sa destruction est illusoire. Aussi, la stratégie des Alliés consiste à harceler la ville pour rendre l'environnement des infrastructures invivables aux intervenants de la Kriegsmarine. Le bilan est pour le moins mitigé puisque la poche de Saint-Nazaire, certes devenue de moindre intérêt après le débarquement, sera la dernière ville française à être libérée en capitulant le 8 mai 1945. Mais c'est hélas le lot d'une guerre qu'il est inconcevable de perdre et cet encombrant fardeau portuaire sera la cause d'innombrables bombardements dévastateurs, de nombreuses victimes civiles, et de l'exil des Nazériens contraints de fuir cet enfer. Pour autant, il faut croire que ce bombardement-là produit tout de même son effet car la presse servile, si prompte à parler d'attaques terroristes, se garde bien de médiatiser cette opération d'envergure. Ainsi, l'Ouest éclair du 1er mars se contente de rapporter, photo à l'appui, qu'une bombe britannique a explosé sur une église. Les aviateurs constituant l'équipage du bombardier Stirling Air 9349 sont rattachés au 90e escadron du commandement des bombardiers de la Royal Air Force. Ils font partie de la réserve de volontaires créée en 1938 pour renforcer les effectifs de la Royal Auxiliary Air Force en cas de conflit. En fait, à la fin de la guerre, la quasi-totalité des effectifs sera armée par les volontaires de réserve. Il faut dire que les pertes de ce commandement ont été considérables. Sur les 89 119 hommes d'équipage, 48 876 furent tués et on dénombre 2726 avions détruits dont 928 à l'entraînement. Pour opérer une mission avec ce type d'appareil il faut 7 à 8 navigants. Dans le cas qui nous intéresse, ils sont 7. Robert George Frederick Bryant, qu'on surnomme Bob. Il occupe les postes de navigateur en second et bombardier. Léonard Joseph Humphrey, surnommé Len à 26 ans. Il est mitrailleur supérieur. John Msegui, mécanicien, remplace Sid Valence, dispensé de mission pour raison de santé. Le destin épargnera toutefois sa vie, mais à quel prix? Vernon Enright Spain est pilote de la Royal New Zealand Air Force. Il a rallié la réserve de volontaires. À 29 ans, il a un fils, Alistair Vernon Spain. John Jackson est le tireur arrière. Lui aussi aura la vie sauve. Edward Teddy Lear, dit Ted, 22 ans est le navigateur. Ronald Vivian Stephen Rook, dit Ronnie, 22 ans est opérateur radio mitrailleur. C'est probablement la 3e mission de l'appareil et d'une grande partie de l'équipage au sein de cet escadron après avoir bombardé Cologne et Wilhelmshaven quelques jours plus tôt. Pour cette mission au cœur de l'hiver 1943, le climat est doux et le temps sec. De belles conditions qui sont hélas favorables en premier lieu à la défense contre-aviation allemande, la Flak, Fliegerabwehrkanone. Le Short Stirling est assurément un bon avion, mais la dimension de ses ailes est contrainte par la largeur des hangars existants, et par la volonté de réduire le devis de masse de l'appareil. La limitation du plafond de vol induite par ce critère restrictif de conception va lui être fatale. En effet, lors du vol retour, il est un peu moins de 22 heures lorsqu'il est pris pour cible alors qu'il survole la région de Rennes. Gravement touché, il finit par exploser en vol avant de s'écraser une cinquantaine de kilomètres plus au nord dans le secteur de Montanel, près de St. James. Parmi les 7 membres d'équipage, seul John Msegui, qui remplace pour cette mission Sidney Valence, indisponible pour raison de santé, et John Jackson ont pu sauter en parachute. John Msegui se démet une épaule à l'ouverture de la toile, mais surtout les 2 aviateurs seront capturés et, semble-t-il, dénoncés avec zèle aux Allemands qui les transfèrent au Stalag 344 de Lansdorf, aujourd'hui Lambinowice, en Pologne. On sait toutefois que des personnes les ayant aidés ont tenté, fut un temps, de reprendre contact et souhaitaient leur restituer des effets personnels. Plus accablant, en ce dimanche soir,
le nom des 5 autres aviateurs s'inscrit sur l'interminable liste de ceux qui, malgré un risque insensé, ont fait le choix en conscience de mettre leur vie en jeu pour combattre le fléau nazi. Nul doute, comme l'ont rapporté bien des aviateurs, que la peur était de chaque mission, mais c'est précisément dans cette impressionnante force psychologique à surpasser ces redoutables angoisses que réside ce si singulier courage qui force l'admiration. Au bas du cimetière communal d'Avranches, à flanc de coteau, 5 stèles blanches du Commonwealth marquent solennellement le lieu où reposent les Britanniques Robert Bryant, Leonard Humphrey, Edward Lear, Ronald Rooke, ainsi que le Néo-Zélandais, Vernon Spence. C'est là qu'ils ont été transférés après la guerre, le 10 mars 1948, au cœur du carré militaire. 5 ans plus tôt, le 2 mars 1943, ils avaient été inhumés au cimetière de Montanel sur ordre du chef de district d'Avranches, le crèce-commandant Arthur von Pascali Farawal. En vertu d'un rituel de la chevaleresque militaire assez modérément usité, ce dernier avait fait rendre les honneurs militaires à ses aviateurs, en témoignage de respect dû à l'ennemi vaincu mais valeureux. Ceci s'est passé il y a 81 ans seulement, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'histoire, et même d'une vie puisque le souvenir de cet avion enflammante, aujourd'hui encore, quelques mémoires. Ce qui s'est passé ce 28 février 1943 n'a rien d'une fiction. C'est un événement de la vraie vie, un sacrifice tragique et injuste, consenti par de jeunes hommes qui ont placé l'intérêt supérieur de la liberté au-dessus de leur propre vie. Il serait indigne de les oublier, ne serait-ce que pour leur héroïsme et l'inestimable richesse, et précarité, de cette liberté qu'ils nous ont rendue. L'association a le plaisir de vous annoncer qu'une grande cérémonie militaire ainsi qu'un camp de reconstitution historique auront lieu en 2025 à Avranches, en hommage aux aviateurs alliés tombés à Montanel. Cet événement permettra de revivre des moments marquants de la Seconde Guerre mondiale à travers des reconstitutions fidèles et une cérémonie solennelle pour honorer ces héros. Une vidéo spéciale sera bientôt diffusée pour vous dévoiler tous les détails, notamment la date, le lieu précis, et l'organisation de cette journée mémorable. Restez connectés pour ne rien manquer de l'annonce, et rejoignez-nous à Avranches pour rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.